Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Tu entends bien, ça va? J'entends bien, super. La voix est bonne, bon, c'est bon. C'est super. Du coup, Michel, merci beaucoup de m'accueillir au Champ Libre et notamment à l'Espace des Sciences. Merci. Ça me fait très plaisir de te revoir parce que ça faisait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai. Donc ça va être vraiment un plaisir d'échanger avec toi. C'est sûr. Je rentre tout de suite dans le sujet, Oui. comme ça tu peux te présenter. Justement, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ? Voilà, donc je suis Michel Cabaret, je suis le directeur de l'Espace des Sciences, cofondateur, si on peut dire, de la maison. Au départ, j'étais biologiste, j'ai travaillé un petit peu en biologie du sol, en écologie, mais bon, c'est pas si on peut dire retourner ma veste, mais bon, je suis passé dans le monde de la communication des sciences, de la diffusion de la connaissance, et donc c'est un parcours professionnel assez original, mais passionnant. Je vois pas le temps passer, et j'ai toujours plein d'enthousiasme pour justement la production et la diffusion de ces connaissances. Justement, je voulais revenir un peu parce que quand j'ai fait un peu mes recherches, parce que moi je te connais beaucoup en tant que directeur, enfin je t'ai toujours connu en tant que directeur, même si il faut le dire, ça fait longtemps et même 1988. Ouais, mais faut le dire parce que nos parents se connaissent, oui. Enfin mes parents te connaissent, voilà. C'est comme ça que moi je t'ai connu. Et en fait moi j'étais toujours connu à l'Espace des Sciences et on parlait dans la Galerie Columbia et tout ça, je me rappelle y être allé. Mais en faisant mes recherches, j'ai donc appris, enfin je savais que tu étais dans la recherche avant, mais j'ai appris que tu as commencé en tant que chercheur. Oui, donc c'est notamment ça. dans la biologie des sols. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était assez original. En fait, je m'étais intéressé à ça par le biais d'un professeur, Paul Tréhin, professeur à l'université de Rennes, qui était aussi directeur de la station biologique de Paimpont. On avait des stages, des diplômes à passer. Aujourd'hui, on appellerait ça le Master 2, je pense, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que j'aimais bien la recherche. Parce que c'est une démarche, c'est une méthodologie, un questionnement, et puis aussi apporter ma petite contribution à l'époque un petit peu aux connaissances qui étaient en cours de production à la station biologique de Paimpont. Il y avait un programme interdisciplinaire de recherche en environnement, et finalement c'était passionnant parce qu'il y avait des archéologues, il y avait des sociologues, il y avait des botanistes, des zoologues, des écologues, et donc ça permettait d'avoir un regard assez global sur la forêt de Paimpont. Et je me rappelle, moi, complètement par hasard, avoir découvert un petit coffre mégalithique de moins 1500 ans qu'on avait dénommé le coffre de la Guette. Voilà, je l'avais découvert en faisant de la cartographie végétale et puis de l'étude de sol, et d'ailleurs je l'avais découvert et puis j'avais eu un mal de chien à le retrouver, quoi. J'avais invité tous les gens de Paimpont à venir voir ça, et puis je retrouvais plus, donc j'avais remis comme le petit poussé un peu des petits cailloux. Moi c'était des petits morceaux de laine sur les arbres pour retrouver, parce qu'il était vraiment perdu dans le fin fond du Val sans retour. Et donc ça m'avait bien plu. Puis après Jacques Briard, qui était l'archéologue malheureusement décédé, qui dirigeait les fouilles archéologiques en forêt de Paimpont, le Thiers de Viviane, le tombeau des géants, tous ces sites un petit peu mégalithiques qui avaient été après transformés, enfin pas transformés, mais
sur lesquels il y avait eu les légendes qui s'étaient un petit peu construites à partir de ces tas de pierres dont on ne savait pas ce que c'était. Et donc avec Jacques Briard, il y a eu des fouilles un été qui avaient été faites, et donc ils avaient fouillé le coffre de la Guette, et donc j'étais venu voir tout ça, et il y avait eu des travaux de fait, publications, il m'avait demandé comment je voulais le dénommer puisque j'étais le découvreur de ça. C'était assez original. Il y avait eu ça, j'avais découvert aussi un cromlech druidique. Alors ça c'est beaucoup plus récent, c'est un peu dans les années 50, 60, avec l'abbé Gillard qui avait rénové les vitraux de l'église de Trorentuc. Ça avait moins d'intérêt historique, mais c'était assez original tout ça. Et moi je m'intéressais au sol, je m'intéressais à la végétation. Et puis aux vers de terre qui étaient des bioindicateurs de l'environnement. Et puis on avait réfléchi pas mal à l'évolution des landes, parce qu'en fait les landes elles poussent en Bretagne sur des terrains assez pauvres, mais en forêt de Paimpont il y avait aussi des zones qui avaient été incendiées, et les landes se développaient aussi sur des terrains assez fertiles, mais finalement qui avaient été dégradés par des incendies. Et c'était des landes qui allaient redevenir donc des espaces forestiers. Donc tout ça c'était assez passionnant. Et pourquoi notamment cette passion un peu pour l'étude des sols, et des vers de terre, des choses comme ça? D'accord. Ça, je pense que ça vient un petit peu de mes parents, parce que lorsque je suis fils d'agriculteur, et mes parents pensaient que j'allais reprendre la ferme. Et donc, moi, lorsque j'étais plus jeune, j'avais compris que ça serait peut-être pas mon métier, et que si je voulais m'en sortir, il fallait que je travaille bien à l'école et que je continue mes études. Mais bon, pour leur faire plaisir, sans doute, j'avais gardé un pied dans le monde agricole. J'avais fait un BTS, j'avais fait un bac des primes, sciences agronomiques et techniques, un BTS agricole, option protection de la nature. Et puis, lorsque j'étais venu à l'université de Rennes, je m'étais toujours intéressé au sol, à l'écologie végétale, animale, et c'était sûrement en lien avec mes origines paysannes, de mes parents. Et c'est vrai que lorsque j'étais à Paimpont, j'ai une petite anecdote qui montre bien un petit peu mon enthousiasme pour ces sujets-là. On faisait des études de sol, et bon, des fois ça coûtait assez cher. Je me rappelle d'une facture d'aujourd'hui de 1 000 € à l'époque, donc ça serait bien peut-être plusieurs milliers aujourd'hui. Et puis à Paul Tréhin, le directeur de la station, je lui avais dit, mais on fait ces études là, mais pourquoi on ne restitue pas ces informations aux agriculteurs, parce qu'on va sur leur parcelle, et puis pourquoi on ne leur expliquerait pas le résultat de ces analyses pédologiques? Il y avait de la physico-chimie, il y avait beaucoup de choses, ça coûtait cher de faire tout ça. Et donc, il me disait, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Et je me rappelle un soir avoir invité les agriculteurs, et puis ils étaient venus, un d'ailleurs avec un accordéon diatonique, et puis on avait fait des crêpes, et Paul Tréhin n'en revenait pas. Il m'avait dit, je lui ai dit, oui, c'est important de la restituer. Tout le monde était très content. Alors qu'à l'époque, le milieu des chercheurs à la station était un peu replié sur lui-même. Et donc, ça avait bien marché. Puis après, on avait fait des portes ouvertes aussi à la station de Paimpont. Ça avait de nouveau, alors là, on a vu plusieurs milliers de visiteurs, parce que les gens étaient curieux. Pour eux, c'était un mystère, toutes les recherches qui étaient faites là, parce qu'il y en avait aussi sur les sarcopithèques, donc des petits singes qui vivaient au Gabon. Il y avait des recherches sur les terres antarctiques australes, où ton papa Dominique était allé travailler en faisant son service militaire. Il y avait des recherches sur les Landes. Donc pour les gens, c'était assez mystérieux, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là là-dedans? Et donc moi, j'aimais bien aller à la rencontre des personnes, des clairières de Paimpont, pour leur expliquer à quoi tout ça, ce qu'on faisait, pourquoi, comment, pour qui, et ça marchait bien. Donc les prémices de l'espace des sciences. Ouais, c'est ça. Puis le week-end aussi, ça c'était avant que je puisse connaître tes parents, comme tous les jeunes, pour gagner ma vie, avoir un petit peu d'argent de poche. Donc je faisais des animations pour l'office de tourisme de Brocéliande et de Rennes. C'est-à-dire que des Rennais s'inscrivaient pour découvrir la forêt de Brocéliande. Alors le grand public, c'était les légendes arthuriennes, le tombeau de Merlin, le Val-sans-Retour. Ce qui est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et donc moi j'étais rémunéré le samedi, le dimanche, pour accueillir des groupes qui venaient. Et donc je les emmenais dans le Val-sans-Retour, et puis des fois dans certains endroits j'avais fait des trous dans le sol, et je leur montrais tout ça. Bon, ils étaient un peu moins intéressés par ça, plus par l'histoire des légendes que je leur racontais, mais c'était une forme déjà de partage des connaissances. Ok. Et justement, si je reprends ton parcours, parce qu'on va revenir bien sûr sur l'espace des sciences,
justement ta vie de chercheur va t'amener à Dakar. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi Dakar? Pourquoi partir? Qu'est-ce qui t'a amené comme ça à partir si loin? Alors, si tu le permets, François, je pense aussi que ça serait bien de revenir peut-être à un élément peut-être assez fort qui m'avait marqué quand j'étais au collège. J'étais allé au Palais de la Découverte. Ouais. Et donc, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'on était à la campagne, donc déjà dans le Perche. Donc déjà aller à Paris, c'était tout un événement quand même à l'époque. Hein. En plus sur les Champs-Élysées, au Palais de la Découverte, un palais de la Science, là, on montait les marches, je me rappelle, et puis on rentrait dans cet espace qui n'était pas un musée avec des collections, mais qui était un centre qui montrait la science en train de se faire. Alors moi je ne savais pas que c'était Jean Perrin, prix Nobel de physique, qui avait imaginé ça. À l'époque, voilà. Tu découvrais quoi. C'est ça, je découvrais. Puis je voyais des manipulations qui me prenaient complètement à contre-pied, quoi. Je regardais un bateau qui reculait, mais moi je le voyais avancer. Je voyais des expériences d'électrostatique où alors les cheveux des filles partaient en pointe à 400 000 volts, bon, sous un très faible ampérage, donc sans risque pour leur santé, parce que je m'inquiétais beaucoup de voir tout ça. Et puis c'était assez spectaculaire. Il y avait la loterie de l'hérédité aussi. Il y avait plein de choses qui étaient vraiment fascinantes. Donc ça m'avait marqué. Bon, après, c'était un passage comme ça, j'étais avec mes professeurs. Et après, pour revenir à Dakar, au préalable, quand j'étais à Paimpont, moi, c'est vrai que comme tout jeune, j'avais envie de voyager, quoi. Et donc, j'étais allé travailler à l'Université Laval, là, au Québec. Paul Tréhin m'avait dit, à l'Université Laval, au Québec, ils recherchent des chercheurs invités. Alors, c'était pour faire des missions temporaires, scientifiques, un peu d'enseignement. Et donc, j'étais parti comme ça au Canada. Et puis, je discute avec le directeur là où j'étais à l'université. Puis, je me rends compte que lui aussi, il avait travaillé, mais lui, avec beaucoup de publications sur la biologie du sol. Et puis, j'avais fait une petite conférence à l'université et tout. Puis, je lui dis, mais moi, en France, il faut qu'à l'époque, je fasse mon service militaire. Puis, je lui dis, moi j'aimerais bien partir en coopération, l'Afrique me tentait bien. Il dit, mais attends Michel, moi j'ai un très beau projet à l'UNESCO, à Dakar, à l'école vétérinaire, on recherche quelqu'un. Et là encore une fois, pour moi l'UNESCO c'est assez prestigieux, je me dis mais ça c'est pas possible quand même. Et donc je reviens en France après ces 6 mois passés au Québec, et puis je passe un coup de fil où j'écris à l'UNESCO, les deux d'ailleurs. Et puis on m'invite à y aller, puis on me dit si on vous recrute. Alors là j'étais vraiment estomaqué, quoi. Je me dis voilà. Et puis en fait ça a été un peu plus compliqué que ça parce que les militaires trouvaient que c'était un peu jeune pour que je sois expert associé à l'UNESCO, que le salaire ne correspondrait pas à l'époque au statut de coopérant. Enfin aujourd'hui on appelle ça les volontaires volontaires civils. Ça a un nom aujourd'hui, volontaires en service civil. Je sais plus très bien. Service civil. VNE ou volontaire, ouais, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, moi, je leur ai dit, mais non, moi, je suis pas intéressé par les titres, l'argent, et c'est l'histoire de moi, je souhaite avoir du travail, voilà, je vais pas y aller, et si je suis payé moins, ça sera pas un problème. Donc voilà, ça a marché, au final, je me retrouve à Dakar, à l'école vétérinaire. Bon, là, c'était un long périple, hein. C'était 18 mois. Ouais, 18 mois. Ouais. Sans rentrer en France, en plus. Aujourd'hui, bon, il y a Internet, il y a WhatsApp, on peut se faire des petites vidéos et tout. Là, à l'époque, le téléphone coûtait cher, il n'y avait pas Internet, donc je communiquais avec les amis, aussi les chercheurs par écrit, il n'y avait pas de mail et tout ça. Le téléphone coûtait très cher avec l'Europe. Donc, bref, me voilà complètement immergé à Dakar, apprenant le Wolof, m'habillant en boubou, rencontrant les enseignants, les chercheurs. Et c'est comme ça aussi que j'ai fait de très belles rencontres, comme Théodore Monod, qui était venu nous rencontrer. Ça a été un moment assez fort. J'ai découvert carrément un autre monde, quoi. Un autre monde. Oui, ça a dû être vraiment une grosse différence entre ton expérience française, notamment à Paimpont, puis après à Laval, Québec. Ça a dû être un autre monde. Oui, c'était un autre monde parce que la culture était différente. Nous, en France, on a une histoire, mais eux aussi ont une histoire, mais on construit, et puis on a tout un tas d'habitudes, on s'en rend pas compte en fait. Et moi je m'intéressais aussi au développement rural intégré à Dakar, avec l'école vétérinaire. On s'intéressait de nouveau au sol et à l'écologie végétale. Et puis en fait en France par exemple, on imaginait que c'était bien de donner un petit peu d'argent pour créer des puits, et puis là en regardant des images aériennes, on voyait bien qu'en créant des gros puits,
en fait, en faisant ça, on dénaturait aussi le couvert végétal parce que on sédentarisait des populations qui étaient transhumantes, c'est-à-dire qu'elles exploitaient la nature avec un élevage itinérant, transhumant, et donc en créant des puits, en disant on va créer des écoles à côté de ces puits, on sédentarisait des Peuls qui étaient par exemple une ethnie qui était habituée à la transhumance, mais elle était habituée à la transhumance par nécessité, et donc tout ça parce qu'il y avait très peu de production végétale, donc c'était un peu une erreur de finalement financer des ONG pour créer des grands forages profonds. Et donc là, j'ai appris ça sur place. Et puis aussi, nous en France, on fait les foins, on récolte, on stocke, les fourrages, les foins l'hiver dans des granges, ou on fait de l'ensilage aujourd'hui, etc. Là-bas, en fait, il y a une saison des pluies qui dure 2-3 mois, juin, juillet, août. Et puis après, le couvert végétal reste sur pied. Mais vu que l'air est extrêmement sec et qu'il ne pleut plus, il n'y a pas finalement besoin de couper l'herbe et puis de faire des bottes de paille, de foin, etc. Puisque l'herbe reste sur pied et les ébus qui passent par là, eux, ils consomment ça au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier. Et alors que nous, on se disait, mais il faudrait couper l'herbe, etc. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de s'adapter à ce nouveau monde-là. La culture aussi était différente un petit peu avec les animistes, le poids de la religion, le poids aussi du fatalisme. Donc, c'est un autre monde, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement formateur. Et moi, j'avais quand même essayé de conserver mes bases de la pensée rationnelle, de la recherche scientifique, mais ça a été vraiment une belle période, quoi. T'as dû remettre aussi en cause, entre guillemets, pas mal de connaissances et d'a priori tu devais avoir sur la période, quoi. Donc c'est ça. C'est vrai que c'était exactement, c'était un autre monde, une autre culture, et en fait je suis pas allé comme quelqu'un qui va en vacances 15 jours, 3 semaines, même un mois. Je me suis carrément immergé, je me suis dit, bon là, il faut y aller, donc j'ai la tenue vestimentaire, la langue locale, ça prend du temps un petit peu, parce que et puis aussi la culture de la négociation permanente. Je me suis immergé et au Sénégal, je pense que c'était aussi un beau pays parce qu'il y avait une histoire aussi avec beaucoup de relations avec la France. Plusieurs chefs d'État qui avaient été remarquables, je pense à Léopold Senghor, j'avais lu ses livres, c'était un grand poète de la négritude. Après il y a eu Abdou Diouf, moi lorsque j'y étais, c'était lui le président de la République. Il y avait une volonté de maintenir des liens avec la France, mais avec un respect. Il y avait beaucoup d'écoles primaires dans ce pays, il y avait une volonté de l'enseignement supérieur. Bon, c'était pas un pays, comment dirais-je, difficile. Il y avait une vraie dynamique. Il y avait une dynamique, voilà. C'était intéressant. Il y avait un respect aussi. Et moi, j'étais pas du tout pour moi, dans ce qu'on pourrait appeler le colonialisme ou le post-colonialisme. J'étais là pour aider, pour apprendre, pour contribuer à. Je me souciais. Enfin, j'étais pas là pour faire d'argent sur leur dos, m'intéresser au commerce d'arachide, des phosphates du Sénégal ou des choses comme ça. Non, j'étais là pour apprendre, quoi. Et après cette expérience, donc, qui était de 18 mois, ça fait de ma part, tu rentres en France. C'est ça. Et c'est là où on va avancer. Voilà. Tu intègres alors ce qui était à l'époque le CCSPI, qui est devenu l'Espace des Sciences, donc ça, on y reviendra. Voilà. Et tu disais dans ton intro que tu as, entre guillemets, retourné ta veste. Pourquoi cette expression ? C'est un petit peu bizarre parce que donc je rentre en France. Bon, il y a d'une part mon épouse qui est devenue mon épouse adorée, Martine. Donc elle avait un travail aujourd'hui à la Direction Générale de l'Armement. Donc je me suis dit, c'est peut-être bien que je rentre en France. D'autre part, ça c'est d'une part. D'autre part, il y avait aussi en Afrique, j'avais pas fait le tour, bien sûr, de la question, mais disons qu'au niveau de la production scientifique, j'étais un petit peu sur ma faim quelquefois. Ça tournait un peu en ronde. Et puis, il y avait un système des Nations Unies dans lequel, d'ailleurs, j'avais continué de travailler. Je ne vais pas dire que je trouvais que... Mais il y avait quand même quelquefois une coupure entre la réalité de terrain et puis ces organisations internationales.
qui me faisait penser qu'il fallait aller un peu au-delà des choses, quoi. Donc j'étais pas mécontent de rentrer en France, mais bon, pour faire quoi? Et donc là, je continuais à entretenir une relation par écrit, par courrier, avec Paul Tréhin, avec les amis, la famille, etc. Et puis, je rentre en France, et puis je cherche du travail, et puis là il y avait un poste de professeur à mi-temps dans le Finistère, il y avait un emploi dans une chambre d'agriculture, et puis bon, finalement ça m'intéressait pas trop, donc je suis reparti en Afrique 3 mois au Mali, voilà, donc voilà, je suis reparti 3 mois, voilà, et puis après je reviens encore de nouveau, et puis j'avais maintenu contact avec Paul Tréhin, il me dit mais à Rennes se crée un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Alors bon, centre de culture scientifique, ça, j'avais le palais de la découverte en tête, je voyais à peu près clair. Technique industrielle, je me disais, tiens, la culture industrielle, qu'est-ce qu'on va faire? En France, pour moi, c'était assez peu développé. J'ai vu qu'en Allemagne, il y avait des musées vraiment techniques, où il y avait une culture de l'ingénierie, etc. Nous, en France, il y avait le musée des arts et métiers que j'avais vu à Paris, le CNAM, mais à part ça, je ne connaissais pas grand-chose. Bon, centre de culture scientifique, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, mais c'était tout neuf. Et il me dit, il se créerait un poste, alors donc je me présente, mais on n'était que deux au CCST à l'époque, donc j'arrive, et il y avait Marie-Madeleine qui était chargée de mission, qui était directrice, elle était à temps partiel, il y avait Daniel, une secrétaire, puis je me présente, je suis pris. Il y avait une vingtaine de candidats. L'idée à l'époque, c'était de développer une revue de liaison scientifique qui s'appelait Réseau. Faire le lien entre recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche entreprise sur le territoire rennais. Et puis, juste en même temps, il y avait l'idée aussi de créer un petit espace d'exposition. Et ça a été quelque chose de très fort parce que c'était dans le centre Columbia. Et donc, je suis arrivé là fin 86, mais bon, j'avais mes idées en tête. Et justement, tu as mentionné deux choses qui sont intéressantes. C'est le centre Columbia, voilà. Parce que, je reviendrai sur la deuxième question après, c'était quand même très original qu'une structure de, entre guillemets, aujourd'hui, vulgarisation scientifique, soit dans un centre commercial. Parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui ne sont pas rennais, le centre Columbia est un centre commercial au centre de Rennes, et vous étiez au second étage du centre, dans un petit espace, moi je me rappelle le petit espace, et c'était, moi j'avais jamais vu ça avant, et d'après ce que j'ai lu, c'était quand même très innovant, unique. C'était innovant. Là, ça a été quelque chose de fort, ça, au niveau, justement, au niveau prise de décision, parce que, bon, déjà, on n'avait pas d'argent, donc on n'avait pas les moyens de se payer un beau bâtiment comme ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis, si on souhaite un petit peu donner le goût des sciences au grand public, il faut aussi être là où sont les gens. Alors, les représentations étant ce qu'elles sont, le milieu scientifique pensait qu'il fallait faire une maison des sciences sur le campus universitaire de Beaulieu. Il y avait de grands espaces encore assez nature, enfin des pelouses, etc. etc. Les scientifiques pensaient qu'il fallait être là. D'ailleurs, il y avait eu certains, comme Michel Musimovici, qui avaient imaginé un palais de la découverte avec une salle de maths, une salle de physique, une salle de biologie. Bon, c'était le projet de la Maison des Sciences, mais ça n'avait pas débouché. J'en avais parlé à l'époque avec Claude Champeau, qui avait été président de l'Université de Rennes. Il m'avait dit non, lorsqu'on a construit le campus de Beaulieu, il fallait d'abord qu'on fasse des amphithéâtres, des labos de recherche, et l'idée d'un centre de culture scientifique, c'était pas une priorité, mais ça avait été une idée comme ça, et c'était bien, comme quoi il y a toujours une liaison entre la science, sa diffusion vers l'enseignement, sa relation avec l'économie, et puis la culture aussi. Donc il y a un triptyque qui est intéressant, mais ça n'avait pas débouché. Après, amener un centre culturel dans un centre commercial, pour ceux qui s'intéressent à la culture, c'est-à-dire pour moi à Rennes, le musée des Beaux-Arts, l'opéra, le théâtre, la maison de la culture, je ne vais pas dire que c'était mal perçu, mais pour eux, c'était un centre culturel dans un milieu commerçant. La représentation d'Hermès, c'était pas celle du commerce, etc. C'était peut-être celle des échanges, mais bon, c'était pas forcément bien perçu, quoi. Donc, mettre un centre de sciences culturelles dans un centre commercial, ça a été une décision extrêmement forte. Et en fait, c'est vrai qu'on est allé là aussi parce que personne ne voulait de
ce lieu parce qu'il était situé à l'étage, mal situé, donc c'était pas vraiment un espace commercial, mais une fois accroché à cet espace-là, moi je me suis battu pour qu'il y ait un escalier d'accès, pour qu'il y ait une signalétique, pour qu'on fasse aussi des animations dans la galerie marchande pour faire monter les publics à l'espace des sciences, et donc c'est comme ça qu'on a démarré avec des petites expositions qui ont été remarquables. Bord de mer, on avait reçu près de 20 000 entrées, et je me rappelle d'une réunion à la mairie, il y avait le directeur du musée des Beaux-Arts en costume 3 pièces qui avait organisé une exposition grand siècle sur la peinture au XVIIe siècle en France avec de très beaux tableaux. Il avait reçu 15 000 visiteurs. Moi, je présente après lui à la mairie mon activité avec Bord de Mer, 20 000 entrées. Là, j'avais vu que les élus, ils disaient, mais regardez, ah oui, c'est effectivement, ça marche. Et puis, on avait saisi toutes les occasions qui se présentaient à nous. Il y avait eu l'éclipse presque totale du soleil en 1999. On est allé au Tabor, et là, on avait fait un tabac, 15 000 personnes. On menait des opérations assez originales pour aller à la conquête du public, et ça marchait. Et pour quand même l'anecdote, est-ce que tu te rappelles des mètres carrés que vous aviez? Oui, on avait en fait 150 mètres carrés d'exposition qui au départ étaient très bas de plafond, et donc on avait rénové le lieu 2 fois pour avoir un gris technique, pour avoir une salle obscure comme une salle de théâtre, pour faire un bel éclairage, pour que la science soit belle avec une belle scénographie. C'était petit, mais on avait, c'était l'idée, aujourd'hui on appellerait ça un living lab ou une start-up, c'était l'idée de vraiment faire les choses très très bien, de manière très professionnelle. Et à côté de nous, il y avait aussi une bibliothèque scientifique. Exactement. Et donc c'est un très beau complément pour le grand public. On pouvait venir voir une exposition, lire un livre, un périodique, et ça marchait. C'est pour ça pourquoi je te demandais les mètres carrés, parce que c'est quand même, quand tu me parles de 20 000 personnes, il faut pas rapporter, alors pour les gens qui connaissent, c'était aujourd'hui à la place de la FNAC, au deuxième étage de la FNAC, dans la Galerie Columbia, mais c'était un accès quand même compliqué. Si on se baladait sans connaître, on ne voyait pas. Donc il fallait monter, il fallait y accéder. Et quand tu me parles d'actions de communication, de 15 000 personnes touchées pour l'éclipse et ça, vous faisiez un travail énorme sur la communication, ce qui est, et tu me corriges bien sûr si je me trompe, mais à l'époque, communiquer sur le scientifique, c'était pas comme aujourd'hui, et encore aujourd'hui on pourrait dire autre chose, mais aujourd'hui c'était pas forcément grand public perçu, quoi. Oui, parce que les scientifiques à l'époque donc de la revue Réseau, à l'époque avec nos conférences, nos expositions, la vulgarisation scientifique, c'était pour certains vulgaire, c'était vraiment la 5e roue du carrosse. Il fallait d'abord publier, partager les connaissances avec le grand public. C'était pas forcément toujours très 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 bien vu, même je dirais quelquefois même il y avait un aspect négatif, et donc être présent là où était le public, communiquer comme tu le dis, faire très fort aussi, on se disait mais qu'est-ce qu'ils font là, des fois il y avait c'était on s'est battu, on s'est démené, ça a été vraiment une période de construction extrêmement forte, et en fait moi je me battais toujours aussi, je voulais toujours qu'on ait un comité scientifique parce que je suis biologiste, mais lorsqu'on faisait une expo de physique, de chimie, de maths, etc., je me remettais toujours à l'avis des scientifiques qui connaissaient le sujet. Et donc ça a été un point aussi fort. Il fallait s'en remettre à ceux qui avaient la connaissance dans le sujet pour qu'ils nous valident les contenus. Mais après, la transmission de cette connaissance-là, c'était nous, c'était notre métier. Donc c'est comme ça qu'on a construit aussi les métiers de passeurs de sciences à l'espace des sciences, de médiateurs scientifiques, de journalistes scientifiques, de rédacteurs scientifiques, de concepteurs d'expos scientifiques. C'est comme ça qu'on a construit ça. Et ça a été vraiment une époque fondatrice avec beaucoup de prises de décision, avec des jeunes aussi qui nous ont vraiment aidés. On a eu beaucoup de jeunes carrières qui se sont formés là, à l'espace des sciences. Et quand justement tu parles de prise de décision, comment
à cette époque, vous preniez vos décisions parce que, alors je vais dire qu'aujourd'hui c'est facile de prendre des décisions. Non, c'est pas facile. Non, c'est un peu différent. C'est différent parce qu'on peut consulter, on a beaucoup de ressources avec Internet, vrai, des choses comme ça. Changé. Et on peut s'inspirer aussi de choses ailleurs. Là, vous étiez dans quelque chose qui... où Internet était, on va dire, balbutiant. Même pas, il n'y avait rien. Même pas, sur les premières années. Donc ça veut dire que alors tu connaissais des exemples, t'avais sûrement tu voyais sûrement des choses à travers les revues, donc vous n'étiez pas dans un vase clos. Vous inventiez quand même un modèle qui aujourd'hui marche encore et fait aussi aujourd'hui la renommée de ce que c'est, et on en reparlera, de l'espace des sciences. Comment vous preniez vos décisions pour arriver à ça en fait? Bah oui, alors en fait, moi j'avais l'idée en fait, sans le savoir en fait, de montrer la science en fait, ou la connaissance, la science en train de se faire. C'est-à-dire qu'à Rennes, il n'y avait pas de muséum d'histoire naturelle, il n'y avait pas de musée de sciences classique avec, je sais pas, on peut imaginer du matériel historique, de télescopes, de microscopes ou de collections finalement scientifiques. Il n'y avait pas de muséum d'histoire naturelle, c'est-à-dire de collection de sciences naturelles. Il y en avait, mais elles étaient à l'université à Boulieu, mais cachées dans les amphithéâtres ou dans des salles. Donc, mon idée, c'était de montrer le plaisir de la découverte scientifique avec des expériences interactives, avec des médiateurs scientifiques. Finalement, c'était l'esprit, on en revient, de Jean Perrin du Palais de la Découverte. Et donc, assez rapidement, on a été dans un réseau national de centres de culture scientifique, avec des centres qui se développaient aussi en région, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, etc. Et nous, à Rennes, on était extrêmement innovants avec notre situation dans le centre commercial. Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'avais rencontré Marie-Noëlle Favier et le ministre Bercurien, qui était un grand physicien français, le père de la fusée Ariane, président du CERN et président de l'Académie des sciences. Et donc, pas rien, le monsieur. Et en fait, lui, il était curieux et je pense qu'il m'appréciait. Et donc, il y avait une certaine amitié même entre nous. Il venait près de tous les ans faire une conférence. À l'époque, on les faisait au Triangle. Et puis, lorsqu'il était ministre, lorsque je lui avais parlé de nous développer, c'était le seul d'ailleurs qui avait dit « Ok, je vais financer ». Il avait apporté 8 millions. Ça, c'est pour la construction du NEC devenu les Champs Libres. Donc, il y avait une grande confiance entre nous. Enfin, entre lui et ce que je faisais. Et donc, c'est vrai qu'on avançait très très rapidement. Mais moi, j'étais resté toujours fidèle à mes bases dans les prises de décision. Lorsqu'on faisait une exposition sur l'astronomie, on faisait relire tous nos textes par les astronomes, les physiciens. On recevait à l'époque aussi Hubert Reeves, par exemple, qui est devenu un ami aussi de l'espace des sciences. C'est-à-dire que les grands scientifiques sont devenus des amis aussi de l'espace des sciences. Étienne Klein, pour ne citer que... Donc... là, c'est vraiment construit l'espace des sciences. Okay. Et vous aviez vraiment, et c'est ce que tu disais un peu plus tôt, ce rapport avec le grand public. Avec le grand public, mais aussi cette construction scientifique avec les scientifiques. Et, c'est ça. Et vous étiez le pivot de la diffusion de la communication, de la culture scientifique. En l'explicitant le plus possible et en la rendant atteignable. C'est ça. Et à l'époque, on apprenait beaucoup. Je me rappelle, j'étais dans le centre Columbia, je prenais un café, parce qu'il y avait bien sûr la Fnac, mais il y avait aussi le supermarché Inno, Monoprix aujourd'hui. Et donc, j'entendais les gens qui disaient oui, les tomates OGM, elles n'ont pas de gène, ou alors les noirs courent plus vite que les blancs. Enfin, j'entendais tout. Alors là, c'est là que j'ai appris que, oh là là, mais Watson et Crick avaient découvert l'ADN dans les années 50. Je me disais, mais les gens, ils ont pas du tout conscience de tout ça. Il faut tout expliquer à la base, il faut repartir de zéro. Et donc, c'était très formateur, en fait. Et donc, sans vouloir dénaturer le contenu de la connaissance, il y avait un travail de pédagogie, d'expliquer vraiment la science telle qu'elle est en train de se faire. Et il y avait déjà l'idée un petit peu à l'époque d'expliquer comment on a su que la Terre était ronde, comment finalement les connaissances aussi se fabriquaient, montrer la science en train de se faire. Ça avait été le leitmotiv un petit peu de nos expositions avec des manips interactives, et on détonnait dans le paysage culturel rennais. Et les gens venaient, c'est-à-dire que le matin on recevait des classes et l'après-midi du grand public. Alors le centre commercial était fermé le dimanche, mais on recevait du monde le samedi, le mercredi après-midi, et on était assez souvent plein. Oui, je m'en rappelle être venu même avec ma classe plusieurs fois. Je me rappelle. C'était très marrant. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Et justement, je vais faire une ellipse temporelle pour montrer aussi cette évolution. C'est que
de ce petit local d'une centaine de mètres carrés à aujourd'hui ce qui est l'espace des sciences, donc dans les champs libres, avec un planétarium qui est, on va dire, à la pointe de la technologie, des choses comme ça. Alors, ça s'est pas fait en un an, hein, bien sûr, ça s'est fait en un certain nombre d'années, mais il y a quand même une évolution juste extraordinaire qui est juste dingue, même en capacité d'accueil. Ah, oui. Tu vois, tu me parlais d'une exposition, vous avez accueilli 20 000 personnes sur une exposition. Aujourd'hui, vous êtes... Alors, je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, mais à plus de 200 000 visiteurs par mois, quoi. Oui, par an. Par an. C'est énorme. C'est énorme. Une agglomération de 400 000 habitants, c'est énorme. Donc ça veut dire que à la moitié de la population rennaise vient visiter l'espace des sciences au moins une fois par an. Oui. Ce qui est bon. Ce qui est énorme. Oui, par rapport au Palais de la Découverte qui était à 400 000 visiteurs en Paris. Ouais. Ça veut dire que ici, ça signifie sûrement quelque chose en termes d'attractivité et puis de rayonnement et d'accueil des publics. Et c'est vrai que cette histoire-là, elle démarre avec aussi un lien avec la municipalité de Rennes, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine. C'est-à-dire que dès le départ, j'avais essayé d'agrandir. Dans mes rêves les plus fous, j'en avais parlé, je me rappelle, à Pierre Yvertin, qui était adjoint au maire chargé de la culture, à Martial Gabillard, à Edmond Hervé, le maire de Rennes. Et je leur avais dit, mais écoutez, il faut agrandir. Le centre Columbia, c'est bien, mais faut que ça se développe, cette affaire-là. Et finalement, un jour, Pierre Yvertin était revenu me voir en me disant oui, ok, il y a le projet du NEC, nouvel équipement culturel, bibliothèque, musée, pourquoi vous ne rejoindriez pas ce projet-là qui est devenu celui des Champs Libres. Et moi j'avais en tête ça, j'avais pas pris de vacances d'ailleurs cet été-là pour imaginer le programme, et donc j'avais toujours en tête le Palais de la Découverte, le planétarium, des salles d'expo. J'avais visité à Paris la Cité des Enfants qui pour moi était vraiment remarquable, à la Villette. Je me suis dit, il nous faut quelque chose, et c'est comme ça que j'ai imaginé avec l'équipe, le laboratoire de Merlin. Les conférences marchaient bien déjà à l'époque, donc on a continué, la revue s'est développée, mais le départ vient d'une première réunion, peut-être même à Paimpont en 89, où j'avais invité Pierre Yvertin. Je me rappelle en voiture, je lui ai dit, mais il faut agrandir. Mais à l'époque, on n'y pensait pas, c'était un rêve. Mais les choses se sont concrétisées dans les années 92, 13, 14. Et là, on a commencé à parler de construire ce bâtiment, le NEC. Là. Imaginez à peu près en 94, enfin c'est à peu près quand le projet a débuté, le début du programme, 2006 l'intégration. Oui. Oui, ça a été long. Ça a été long. Ça a été long. Les travaux ont démarré qu'en 2000. Ben oui, la culture, comme la science, je dis pas qu'elle passe après les choses, mais bon, Edmond Hervé, moi, m'avait dit, je construis le métro d'abord et après on fera le NEC, et je respectais, et c'était logique. Le métro avait pris du temps aussi, du retard, il avait eu ses difficultés. Et le NEC, c'était un des gros projets quand même rennais en matière de culture. Je pense que depuis l'après-guerre, c'était le plus gros projet culturel à Rennes. En France, c'était un des très gros projets aussi. Il y avait quand même la bibliothèque qui était rue de la Borderie, le musée de Bretagne qui était sur les quais avec le musée des Beaux-Arts, et nous qui étions au centre Columbia. Le fait de rapprocher les trois sans les fusionner, c'était aussi toute une originalité dont on pourra reparler. Et donc, pour moi, c'était intéressant parce qu'on amenait la science aussi dans un espace culturel en plein centre-ville. Et je tenais à rester en centre-ville parce qu'il y avait eu de grands équipements aussi, comment dirais-je, touristiques, comme Océanopolis qui s'était ouvert, ou la cité de l'espace à Toulouse. Mais c'était plus sous l'angle touristique, en périphérie de ville, avec des parkings extérieurs, etc. Nous, on était là où est le public. J'avais gardé cette fibre-là du centre commercial. Vous êtes au centre de Rennes. Alors, voilà. Pour ceux qui nous situent, c'est le Champ Libre, c'est place. Bien sûr, je vais perdre le nom tout de suite. Du Champ de Mars. Place du Champ de Mars. Esplanade du Général de Gaulle, près de la gare, à 2 pas, à 2 minutes de la gare, en plein centre-ville. Et justement, tu parlais de cette réunion de structures qui s'est faite à l'époque. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on te parle de ce projet. Comment on approche ça? Parce que je suppose qu'au début, il ne devait pas y avoir de dessin de bâtiment, des choses comme ça. Non. C'est se dire, ok,
est-ce qu'on vient te voir en disant voilà, il faut imaginer une structure, et toi derrière tu dis voilà, moi j'aimerais bien mettre ça, mettre ça, et quand tu vas présenter un planétarium comme il est aujourd'hui, on a dû te dire ah oui, quand même. C'est ça. Comment j'ai osé. Oui. En fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà l'intégration du 1 en 3, et du 3 en 1. Donc ça, on pourra y revenir avec le choix de l'architecte, parce que ça a été une décision aussi pour moi assez importante. Et puis, il y avait l'idée de développer l'espace des sciences. Moi, dans ma tête, il fallait un planétarium, parce que c'est sûrement une relation avec l'univers. On avait reçu plusieurs fois Uber Eats, mais nous sommes tous des poussières d'étoiles. Il y a un côté humilité dès qu'on s'intéresse au monde lointain. Il y a un côté aussi qui nous fait perdre notre esprit arrogant de l'être humain. On est un petit peu patience dans l'azur, on est un petit peu un petit grain posé dans l'immensité cosmique. Donc je pensais qu'un planétarium, ça nous permettait à la fois de comprendre les origines de l'univers, mais aussi un regard sur nous-mêmes. Donc ça, pour moi, c'était indispensable. Donc je m'étais intéressé à ce qui se faisait aux États-Unis, en Allemagne, à Paris, en France, etc. Donc ça, c'était l'idée du planétarium. Après, des salles d'exposition aussi. Pour moi, il fallait renouveler la science, montrer de nouveau la science en train de se faire. Donc 2 expositions temporaires par an, c'est la salle Eureka. Après, pourquoi pas, je m'étais dit un espace plus permanent où on renouvelle de manière plus lente les expositions, mais où on approfondit un thème. Et ça a été la géologie avec Roche armoricaine, ça a été la biodiversité, qui est un sujet fondamental dans le monde d'aujourd'hui, ou actuellement les neurosciences avec Incroyable Cerveau. Et puis aussi un espace de démonstration scientifique, le laboratoire de Merlin, pour donner le goût des sciences aux plus jeunes, mais aussi aux adultes, parce qu'on a des grands-parents qui viennent au laboratoire de Merlin avec les petits-enfants. C'est dingue, j'adore cet espace. Et donc c'est une conception maison aussi. Et donc ça marche très très bien, sans compter les conférences du mardi avec tous les grands scientifiques qui viennent nous voir. Et donc ça a été ça, donc cette imagination pour créer ça, le développer et dire aux élus, il faut faire ça. Et moi, je me suis toujours démené pour trouver les moyens complémentaires à ce que pouvait apporter la ville de Rennes ou Rennes Métropole. C'est-à-dire que pour l'espace des sciences, par exemple, dans les champs libres, on avait trouvé qu'à peu près 50% de subventions d'investissement. Comme ce sera le cas, par exemple, pour Morlaix, on pourra en parler plus tard, pour un nouveau projet que j'ai là-bas. Et donc, voilà, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Et après, il y avait des discussions avec mes collègues du musée de Bretagne et de la bibliothèque à la conception, donc c'était avec Jean-Yves Veillard, avec Marie-Thérèse Pouillas, pour imaginer un centre à la fois où on vivait 3 en 1, où on se respectait, on pouvait avoir des activités communes que nous on n'aurait pas pu se payer. Une grande salle de conférence de près de 500 places, ça aurait peut-être été difficile pour le seul espace des sciences d'avoir ça. Donc l'idée de mutualiser des espaces comme la salle de conférence ou un accueil commun, c'est une bonne idée. Et puis amener aussi la science dans un espace culturel, c'était aussi assez astucieux, quoi. Et c'est là qu'il y a eu un concours architectural. Et j'avais trouvé que Christian de Portzamparc avait compris les choses, parce qu'il y avait de grands architectes sur un beau projet comme ça, qui avaient proposé l'espace des sciences complètement éclaté, en un petit espace là, un petit espace là, une bibliothèque à côté. Finalement, c'était un grand bâtiment, et ça me déplaisait, c'était pas mon choix. Il y avait aussi d'autres qui créaient des bâtiments isolés, et ça c'était peut-être pas non plus une bonne idée. Et donc là ça a été l'idée du 1 en 3, du 3 en 1. Donc la bibliothèque, c'est cette pyramide inversée, un peu un diamant si on veut. L'espace des sciences, c'est un cône noir surmonté du planétarium, une boule avec un cône. Le musée, c'est un parallélépipède rose. Donc ça s'emboîte, ça se rassemble, et puis au centre il y a l'accueil. C'est ce que devenu les champs libres. Je trouve que c'est original. Je sais pas s'il est toujours perçu comme ça, mais je pense quand même que le grand public sait qu'il y a dedans un musée, enfin j'espère, une bibliothèque, un espace des sciences. C'est assez original. Ouais, c'est original, et dernièrement j'ai fait une visite de Paris et j'ai été voir les grands musées, et c'est vrai qu'on
on retrouve pas cette approche qui est vraiment... Alors, on voit un bâtiment de l'extérieur qui est les champs libres, voilà. Ça fait une unité, mais on rentre dedans et on voit tout de suite les espaces, avec à droite l'entrée de l'espace des sciences, à gauche la bibliothèque, et en face le musée. Et en fait, ça fait vraiment cet espace, puis on vient vraiment pour ce qu'on veut venir. Et on peut faire les trois en même temps. Ok, c'est vachement intéressant de comprendre un peu comment s'est décidé le projet et de comprendre un peu la philosophie, parce que c'est vrai que quand on rentre dedans comme ça, on pourrait se dire tiens, c'est étonnant ce bâtiment qui réunit trois structures qui ont de premier abord pas de lien. Parce qu'une bibliothèque, un espace des sciences, on pourrait dire bon, en fait quand on réfléchit un peu, c'est quand même deux espaces de culture qui sont vachement liés, et puis le musée bien sûr. Donc c'est vachement intéressant de comprendre ça. Et le choix de l'architecte a été déterminant, parce que sans ce projet-là signé de Christian de Portzamparc, je pense que l'espace des sciences ne serait pas ça aurait été différent. Je pense que son avenir aurait été différent. Et à vrai dire, je me suis vraiment démené pour que ce soit Christian de Portzamparc. J'étais dans la sphère culturelle quand même, c'était la bibliothèque, le musée, les gros centres culturels quand même, et moi j'étais le petit poussé quand même dans l'affaire, et j'ai tout fait quand même pour que ce soit Christian de Portzamparc. J'étais complice avec Marie-Noëlle Favier qui représentait le ministère de la Recherche dans le cadre du choix de l'architecte, et j'ai tout fait auprès des élus, auprès de Marie-Noëlle Favier qui était convaincue aussi qu'il fallait prendre cet architecte. Mais ça m'amène une question, alors je voulais te la poser bien plus tard, mais je vais la poser maintenant parce que c'est intéressant. Tu vois, tu me parles des discussions qu'on a déjà eues, tu es beaucoup en relation avec le monde politique, associatif, tout autour, donc dans l'écosystème rennais scientifique et plus. Et là, tu vois, tu me dis, oui, j'échange avec un tel, puis puis on essaie de concrétiser les choses. T'as une relation avec ce monde qui, moi, m'a toujours interpellé. Oui. Interpellé dans le bon sens, questionner et me dire, mais en fait, une partie de ton travail, en fait, c'est d'échanger avec ces gens-là pour en fait, leur parler et faire avancer les choses. Oui, c'est ça. Et aussi trouver des moyens, pouvoir insérer l'espace des sciences dans la politique culturelle de Rennes, la politique scientifique aussi de la région, du département d'Ille-et-Vilaine, national aussi, parce qu'au début, c'est vrai qu'on était très intégrés dans ce réseau national des centres de culture scientifique. Alors, ma relation avec le monde politique, quelle est-elle ? Je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir des personnes qui m'ont vraiment aussi écouté, qui m'ont fait confiance. J'ai toujours souhaité rester aussi à ma place. J'ai pas voulu mélanger science et politique, ou culture scientifique et politique, comme tout le monde, comme toi, comme tout le monde, j'ai mes idées, mais elles sont toujours restées discrètes, même étanches par rapport à mon activité. C'est-à-dire qu'on reçoit des enfants, nous, qui peuvent venir d'écoles privées, d'écoles publiques, j'ai jamais là-dessus, je suis toujours resté distant de ça, et j'ai toujours été imperméable à des sollicitations que j'aurais pu avoir pour quoi que ce soit, ou alors j'aurais quitté l'espace des sciences. Donc par contre, je pense qu'il ne faut pas mélanger science et politique, ou culture scientifique et politique, mais on peut articuler les choses. C'est-à-dire qu'on peut signer une convention, on peut lorsqu'on parle aujourd'hui des questions fondamentales de réchauffement climatique, on peut aussi donner le goût des sciences aux enfants, mais aussi donner le goût de la culture scientifique aux décideurs. C'est-à-dire leur montrer que finalement, il y a des enjeux de transition numérique, de transition énergétique, de transition climatique. Donc ça, c'est important. Alors après, aussi, à eux de venir à l'espace des sciences pour s'informer. Mais c'est un formidable lieu, finalement, l'espace des sciences de culture scientifique, donc pour être au courant de l'actualité dans tous ces domaines.
de l'intelligence artificielle, etc. Alors aux élus politiques de se saisir de cela pour faire de la formation aussi, je dirais, tout au long de la vie, par exemple. Donc, mais après, c'est une liberté qu'ils ont, et donc j'ai pas interféré avec ça, quoi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vu les choses. Je suis resté à ma place, je pense que les élus sont aussi restés à leur place, hein, bien sûr. Hein. Ils n'ont pas cherché à interférer, d'ailleurs, avec moi au niveau de la programmation. J'ai toujours entraîné l'espace des sciences, enfin, toujours, avec l'aide aussi d'une association, hein, l'aide d'une équipe extraordinaire. Je suis pas tout seul hein, dans tout ça. Il faut toujours rendre hommage aussi aux scientifiques, au conseil d'administration, parce que la base de tout ça, c'est aussi une association avec des personnes extrêmement motivées. Hein. Je pense à notre président actuel, Jacques Lucas, mais à Yvon Mougnot, notre vice-président, notre ancien président, Paul Tréhin, etc. Je pense à des gens très impliqués hein, dans la vie associative de l'Espace des Sciences, puis à une équipe avec qui je travaille depuis longtemps, hein, que ce soit Christopher Cousin, Maëlle Chantrel, Bruno Pressella, il y a très longtemps qu'ils sont là, ces gens-là. Et donc, on a monté une équipe, quoi, et on travaille dans la durée, on se comprend. Mais pour revenir à ma relation avec les politiques, elle est empreinte de respect, parce que je pense que les élus, finalement, ils ont été élus par le peuple. Hein. C'est le peuple qui décide dans la démocratie, qui vote. On a nos représentants. Moi, je travaille avec les représentants et donc j'essaye de les intéresser à la culture scientifique. Quoi, hein. Voilà, c'est ça mon leitmotiv. Quoi. Et alors, même si... alors, je ne vais pas remonter aussi loin que je voudrais, parce que moi, je ne connais pas ces connaissances de la politique de la ville, mais alors, Rennes est une ville à gauche. Le bord politique n'a pas changé, mais les élus ont changé. Tu parlais de Edmond Hervé, aujourd'hui c'est notre nouvelle maire, enfin notre nouvelle maire, enfin en bouton, Madame Appéry qui est là depuis un certain temps. Mais ça change. Comment toi tu abordes cette relation aussi à travers leur changement régulier? Oui, j'essaye toujours d'avoir cet esprit hein, auprès de Nathalie Appéré, auprès de Tristan Lahaye, qui est vice-président maintenant chargé de la culture à Rennes Métropole, par exemple, ou à la région Bretagne, avec Olivier David, le vice-président, et monsieur Loïc Chenet-Gérard, président, ou Jean-Luc Chenu, président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. J'essaye de leur donner cet enthousiasme pour la connaissance, de leur expliquer que c'est important. Alors c'est vrai que ça change. Au tout début, on a remonté aussi des challenges, hein, parce qu'on a été soutenu par la ville de Rennes, et je me rappelle qu'à l'époque, la région Bretagne était pilotée par Yvon Bourges, qui était, lui, à l'époque, membre du RPR, du Rassemblement pour les Républiques. Bon, les LR, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas très bien, hein, parce que tout ça a tellement changé. Le département était centriste avec Pierre Ménry, et moi j'étais allé voir M. Edmond Hervé en lui demandant si aussi l'Espace des Sciences, le CCST, pouvait aussi être soutenu par le département et la région. Il m'avait dit oui, mais bien sûr, on est à Rennes, c'est une métropole régionale, pourquoi la région ne participerait pas aux activités de diffusion de la science? Et donc c'était aussi un challenge hein, à l'époque, hein, de travailler avec plusieurs bords politiques. En fait, j'ai travaillé avec plusieurs bords politiques, mais qui étaient quand même dans un cadre démocratique. On n'était pas dans un milieu d'extrémistes qui remettaient en cause la science, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les temps, ils ont changé. C'est vrai que moi, j'ai jamais été un tenant d'une science descendante, j'étais toujours pour une science partagée, mais aujourd'hui, malheureusement, la science est remise en cause. Certains pensent que la Terre est plate, d'autres sont contre les vaccins, contre tout un tas de choses. Le monde est très préoccupant de ce point de vue-là, par rapport à ce que j'ai connu il y a une trentaine d'années. Alors il faut faire avec. Il faut faire avec, quoi. Hein, voilà, c'est important, ce sujet-là. Oui, justement, comment parce que les sujets que vous abordiez, alors qui sont toujours très intéressants il y a 30 ans, aujourd'hui, comme tu me le disais, c'est plus les mêmes. Comment tu abordes, justement, dans cette ligne directrice de l'Espace des Sciences, te dire, ok, la prochaine grande exposition, ce sera tel sujet. Voilà. Et je suppose qu'il doit y avoir tout un système de réflexion, de décision. Oui, tout à fait. On essaye de traiter toutes les sciences à l'Espace des Sciences. Bon, bien sûr, les sciences
expérimentale d'abord par rapport aux sciences humaines et sociales qui sont plus l'apanage, enfin l'activité du musée de Bretagne qui s'intéresse bien évidemment plus à l'histoire, aux sciences humaines et à la bibliothèque, plus aussi de nouveau au grand champ des sciences humaines. Donc nous on est plus sur ce secteur-là et c'est notre marque de fabrique. Donc comment se prennent les décisions pour les expositions? Donc on essaye de traiter un peu tous les sujets. On a de grosses expositions pour la rentrée. Par exemple, là, la précédente, là on est dans le rire. Parce que je voulais aussi, avec l'équipe, on avait pensé qu'il fallait aussi quelquefois un peu à s'intéresser à une science, j'allais pas dire plus légère, mais c'est important de rire. On rit 20 fois par jour, on a besoin de rire pour vivre ensemble, comment dirais-je, ça intéresse l'éthologie, la psychologie, ça intéresse donc le côté sciences humaines. Donc vous voyez, là on est parti sur quelque chose de différent un peu d'habitude, mais la précédente c'était sur le magnétisme. Bon, là, c'est sciences fondamentales, 60 manips pour tout comprendre de la physique, de l'électricité. Et le magnétisme est au cœur de la transition électrique. Il y a du magnétisme dans les moteurs de voitures, les moteurs, les éoliennes, partout, les moteurs de trottinettes, de vélos électriques, partout. Donc, c'est très fondamental. Et là, on avait des manips quand même qui étaient top niveau. Donc, on voit bien que l'espace des sciences... Moi, j'essaye qu'on traite tout un petit peu. On va parler du microbiote dans quelques années. Notre programmation, elle est faite déjà à l'échelle de 3-4 ans. Ah oui, donc, oui, on a, sur les expos temporaires, on a 3-4 ans d'avance. À la rentrée, on va parler de l'intelligence. On va parler sous l'angle de la théorie de l'évolution de Darwin. Qu'est-ce qu'être intelligent? Mais de l'intelligence animale, même végétale. Aussi humaine et artificielle. Donc ce sont de gros sujets transversaux qu'on traite à l'espace des sciences avec des expositions de référence. Cette expo-là sur l'intelligence, elle a été conçue avec 2 musées canadiens, le Muséum d'histoire naturelle de Nantes, l'espace des sciences de Rennes. Elle circule en France, elle est Nantes, Saint-Étienne, présentée au Canada. Donc les expositions que l'on fait, elles enregistrent une certaine réussite, tant dans leur lieu de présentation, là où elles sont conçues, comme à l'espace des sciences, mais aussi elles rayonnent au niveau national et international. C'est assez original tout ça. C'est justement un des points que je voulais aborder, et après je passerai sur mes petites questions finales, c'est que on aurait pu penser que l'espace des sciences fait des expositions en son sein, et puis après évolue. Mais et ça je le connais plutôt bien parce que mon père travaille notamment dessus. Vous faites aussi des expositions que vous voyez dans toute la France, voire même au-delà. Je me rappelle tu m'as parlé dernièrement du Qatar et tout ça. Mais en fait vous êtes un diffuseur de sciences assez phénoménal. C'est ça. C'est-à-dire que mon idée, un peu, c'était lorsqu'on crée des grosses expositions, ça prend 2-3 ans de travail, ça mobilise de moyens financiers assez conséquents. Plutôt que de mettre après ces expositions, une fois présentées à Rennes, à la poubelle, je m'étais dit pourquoi ne pas les partager avec des publics plus larges. Alors sur certaines grosses expositions, lorsque j'étais au Columbia, on accueillait des expos quelquefois qui venaient de Paris. Maintenant, lorsqu'on avait fait l'exposition grande vitesse ferroviaire, à l'occasion de l'arrivée de la ligne grande vitesse à Rennes, le TGV, là, l'exposition créée à l'Espace des Sciences, elle a été présentée à la Cité des Sciences à Paris, et ça a été une expo événementielle pour Paris. Donc c'est le monde maintenant qui part de l'Espace des Sciences, et pour nous, pour l'équipe, il y a une certaine fierté là-dedans. Pour revenir aux expositions itinérantes, notre idée, c'est ça, c'est qu'une fois que ces expositions-là sont créées, comme celle sur le cerveau, ou même des travaux au planétarium, pourquoi ne pas les partager en milieu rural? Pourquoi ne pas les partager sur d'autres territoires? Ici en Ille-et-Vilaine, mais en Bretagne, en France, et pourquoi pas à l'étranger. Et vu l'originalité de notre création à l'Espace des Sciences, mais ça marche. Et donc on a 70 expositions et on rayonne comme ça. Et je sais que chaque année on touche aussi 200-300 000 personnes en dehors de nos murs. Et donc l'Espace des Sciences a une notoriété, mais qui s'est construite. Je suis marathonien d'origine et donc j'ai pas lâché. C'est un travail de longue haleine, ça. C'est très long à construire. Ça se serait pas fait, tu vois, ça en quelques mois, en quelques années. C'est un travail dans la durée. Et à tel point qu'aujourd'hui,
Bon, l'Espace des Sciences anime aussi le pôle Bretagne Culture Scientifique, qui rassemble Océanopolis, la Cité des Télécoms à Lannion, l'Espace des Sciences Maison de la Mer à Lorient, les petits débrouillards, et puis prochainement l'Espace des Sciences à Morlaix, qui va être une nouvelle antenne, qui va être un nouveau lieu de l'Espace des Sciences. C'est justement ça qui me fascine aussi, parce que, comme je disais, il y a la structure Espace des Sciences, que moi je connais bien, mais en fait, il y a tout un tas de... avec les expos qui rayonnent. Il y a la chaîne YouTube, on aurait pu parler. Il y a la chaîne YouTube, tu l'as mentionné, les conférences qui sont très suivies. Toi-même, tu témoignais lorsqu'on s'est vu la dernière fois que les sessions sont toujours quasiment pleines. Vous invitez des scientifiques de renommée nationale, voire internationale. Il y a vraiment cette diffusion de sens. Il y a le projet à Morlaix, voilà. Qui est aussi en cours. Il y a vraiment cette volonté de dépasser la structure, de dépasser toujours. Je pense qu'il faut toujours un petit peu... il y a de l'énergie centrifuge et centriprète finalement dans la vie, quoi. On accueille les gens et on va vers les gens. C'est un peu comme le cœur. Sans le cœur, le cerveau n'est pas irrigué, ne fonctionne pas. Mais sans le réseau non plus, le cerveau, le cœur ne fonctionnent pas. Donc c'est comme un organisme vivant finalement, l'Espace des Sciences. C'est le cœur et le réseau. Il faut accueillir du monde parce que c'est une image, c'est une activité, c'est une attraction, c'est un aimant finalement, l'Espace des Sciences. On y vient parce qu'on sait. Moi je suis assez impressionné maintenant lorsqu'on ouvre une exposition en groupe scolaire, les 6 mois sont pleins très rapidement, alors qu'on peut recevoir jusqu'à 17 classes par jour. J'ai pas oublié qu'au Centre Colombien, on recevait qu'1 ou 2 classes par jour. Là, on peut recevoir jusqu'à 17 par jour. Donc, le matin, le laboratoire de Merlin, les 2 autres salles d'expo, le planétarium, tout est plein. Et puis, l'après-midi, on reçoit les familles, enfin, principalement le mercredi, le samedi et le dimanche. Mais donc, on est très adapté à tout ça. Donc, on accueille, on attire. C'est le cœur. Mais aussi, le réseau diffuse. Et le réseau aussi, je pense, s'enrichit aussi. Parce que le travail que fait Patrick Le Bozec ou ton papa Dominique, là, finalement, on s'enrichit aussi au contact des autres. Lorsqu'une exposition va dans une maison des jeunes, va être présentée sur un comice agricole, dans un centre culturel, au Koweït, tout ça, mais finalement, c'est passionnant, ça, on a des retours de ça. J'étais assez impressionné au mois de février dernier, j'étais en déplacement en vacances, j'étais dans la presqu'île de Rhuys en Bretagne, je sors de la voiture, je vois une petite affiche, on est quand même à 150 km de Rennes, je vois une affiche, les oiseaux marins, expo de l'Espace des Sciences. Alors, on avait fait ça avec ton papa, là, et ça datait déjà de 2006, cette affaire-là. Alors, je me suis dit, je vais me mettre dans la peau de visiteur, je vais aller revoir l'expo. J'ai rien dit, j'ai visité. Et puis, le lieu qui accueillait ça, c'était la Criée, c'est donc l'espace d'embarquement pour les touristes pour aller découvrir les îles du golfe du Morbihan. C'est une criée très bien rénovée. Alors il y avait les oiseaux que je connaissais dans nos réserves là en bas qui étaient présentés, les affiches qui étaient magnifiques, les posters, enfin les panneaux d'information. Et puis je discute un peu avec le monsieur, je lui demande si l'expo plaît. Il me dit mais oui, c'est l'une de nos expos qui plaît le plus. J'avais relu tous les textes que j'avais retrouvés de nouveau formidables. J'étais un peu comme un enfant émerveillé. Je me dis mais elle est super cette expo. Et donc ça moi j'étais enthousiaste quoi. Et si ça se présente partout comme ça, je sais qu'on a des expos en ce moment qui sont à Chambéry, on en a une qui est à Lille, c'est assez formidable quoi. Ça tourne tout le temps en fait. Ça tourne tout le temps. Il y a presque une exposition ici qui sort chaque jour ouvrable à l'Espace des Sciences, qui revient, des grosses expositions qui font 2 semi-remorques, des petites. On a un lieu de stockage aussi à Morlaix, c'est formidable. C'est une histoire assez incroyable et justement, et ça va être parmi mes dernières questions, tu mentionnais que tu étais marathonien et que ça se faisait sur la longueur. Oui. Mais comment on prend des décisions qui vont impacter... alors, je suppose que quand tu es arrivé, tu t'es pas dit « je vais faire 30 ans de carrière dans cette maison ». Peut-être, tu t'étais peut-être non, dit... oui, c'est vrai que non, je vais te dire. Comment tu dis je me projette tellement loin pour avancer aussi loin quoi. Ben oui, ça c'est vrai. Lorsque je suis arrivé, je ne savais pas que l'aventure allait être ce qu'elle a été, quoi. En fait, j'ai eu beaucoup de chance d'un soutien auprès des élus, de la communauté scientifique. Et en fait, on a travaillé ensemble avec l'équipe. Nous, on a été des passeurs de science.
Au bout d'une année, ici à l'Espace Sciences, lorsque j'étais arrivé fin 86, je ne savais pas trop, le président de l'époque, Raphaël Favier, on n'était que 2-3. On parle de directeur, mais c'est pas ce qu'est aujourd'hui. Il vient me voir, il me dit, bon écoute, Marie-Madeleine Flambard s'en va, il faut que ce soit toi le directeur. Ben, je dis oui, mais il faut trouver de l'argent, il faut se développer et tout. Je lui dis, est-ce que je serai à la hauteur de tout ça, moi? Et il m'a dit, ah si, y a pas de... c'est toi. Bon, ben ok. Bon, j'ai accepté, puis finalement, j'ai rien lâché dans tout ça. C'est comme Morlaix aussi. Ça fait 10 ans qu'on est sur le projet, et là, ça sera pour développer de la culture industrielle dans une manufacture royale des tabacs. Ça va être un projet absolument magnifique, qui ouvrira en avril 2024. Et donc, en fait, il faut se projeter aussi. Et puis, quelquefois, tenter sa chance. Bon, il y a sûrement des choses qui n'ont pas trop marché. Enfin, c'est vrai que je les cherche là, mais je plaisante. Je ne les trouve pas là, à l'esprit. Il y a peut-être des... Si, on a peut-être fait des expositions plus délicates. On a tenté plein de choses quand même. On avait des ruches avec des abeilles au centre Colombier. On avait fait une expo sur des animaux bien élevés avec un point d'interrogation en pleine période presque de la vache folle. Ouais, ça, c'était quand même osé de faire ça. On avait fait des conférences aussi sur l'immunité à l'époque du sida. On a quand même fait des choses, mais toujours sous l'angle scientifique. C'est pas que ça nous... C'était pour faire reculer finalement l'obscurantisme, c'était pour faire reculer le défaut de connaissance. Moi j'avais été impressionné une fois, pour revenir sur la vache folle, à l'époque il y avait pas internet encore, ou très peu, non, il n'y avait pas internet. Et donc la source d'information, par exemple sur la vache folle, c'était le journal de 20h. Et à l'époque, c'était Poivre d'Arvor. Bon, et Poivre d'Arvor, je me rappelle, à 20h, il reçoit le spécialiste français des prions. Alors le prion, on ne savait pas si c'était ce que c'était, un virus, ou etc. Et donc, moi, ça m'avait marqué, en même pas 1 minute 30, 2 minutes, il a fallu que le scientifique il explique, et il n'a pas pu expliquer. Et je m'étais dit, mais quel dommage. Donc les gens ne sont pas informés finalement de ce qu'est le prion, parce que la science ne sait pas tout non plus, puisqu'elle progresse. Et donc on a de la connaissance, mais on ne sait pas. Et donc je m'étais dit, mais il faut prendre son temps pour expliquer les choses. Donc bon, j'ai pas lâché. Et justement, je prends l'histoire de la vache folle, en plus quand on dit un expert de synthétiser en 1h30 des années de recherche, et qu'à côté on met une image de vache qui tremble et qui tombe par terre. Bon, on retient l'image de la vache qui tombe et qui tombe par terre, et ça fait peur. Et il y a un poids aujourd'hui énorme de l'image, de l'émotion. Justement, on confond cela, on confond l'opinion, l'émotion avec l'information. Les réseaux sociaux, les jeunes échangent, mais ceux qui ont peu de niveau scolaire, on observe, là, il y a une étude qui a été faite en ce début d'année qui montre que 15% des jeunes qui seraient que sur les réseaux sociaux pensent que la Terre est plate. Donc ils sont dans des bulles aujourd'hui, et donc il faut briser ça pour aller au-devant justement d'eux, pour leur expliquer que non, la Terre elle est bien ronde, et alors il faut réfléchir comment on peut faire de tout ça. Alors je me dis que sûrement qu'au niveau de ces jeunes, il ne s'agit pas de leur dire finalement si ceux-là ils croient que la Terre est plate, je me dis mais comment faire? Alors je me dis peut-être il faudrait leur expliquer que comment on a su que la Terre était ronde, en faisant l'expérience d'Ératosthène, un petit bâton, un posé ici, l'autre posé en Espagne, et puis on étudie l'inclinaison du Soleil à la même heure, et puis avec un petit calcul là d'angle, on voit que la Terre est ronde, on comprend comment on a compris que la Terre était ronde. Et puis aussi, je me dis aujourd'hui, peut-être la recherche, c'est finalement ce qui permet de faire progresser la connaissance, mais la science, c'est une connaissance, et la connaissance, elle, on ne la remet pas en cause. La théorie de l'évolution, la Terre est ronde, ce sont des faits. Et donc, on remet en cause, en faisant de la recherche, certains concepts pour faire progresser les choses, mais l'univers, en tout cas, il nous apparaît en expansion. Par contre, la théorie du Big Bang, pour l'instant, c'est la plus vraisemblable, mais de la connaissance de l'univers, mais je sais qu'il y a des questions qui se posent. Donc, il faut rester à la fois humble, mais considérer que la recherche permet de faire progresser la connaissance, mais que la connaissance, c'est un état de fait, d'information qu'il faut reconnaître.
Et parce que sinon, on pourrait se dire, ah bah oui, on pourrait douter que la Terre est ronde, puisque la science, c'est une manière de douter en permanence. Donc il faut réfléchir sur ce qu'est la recherche, réfléchir sur ce qu'est la connaissance, s'adapter au monde d'aujourd'hui par rapport à ce dont on parlait, les réseaux sociaux, et continuer l'aventure de la diffusion des connaissances pour qu'elles fassent vraiment partie de la culture. Oui, parce qu'il y a vraiment, et dans votre pareil, dans vos décisions, enfin dans votre process de création des expositions et de l'approche de la science, il y a bien sûr le fondement scientifique qu'il faut respecter, donc ça c'est les comités scientifiques avec les scientifiques avec lesquels vous travaillez, mais il y a aussi tout l'aspect pédagogique, comment vous amenez les choses, parce que dire à quelqu'un, bon bah c'est comme ça, oui, ça marche pas. Ça marche plus d'ailleurs aujourd'hui. Les jeunes qui viennent chez nous, je pense qu'ils apprécient, c'est justement de par le biais du magnétisme, là, de découvrir que lorsqu'on fait passer un petit peu de courant dans une bobine, la boussole en dessous, elle est déviée. Alors, quelquefois, ça les a embêtés lorsqu'ils étaient à l'école, lorsque leur professeur de sciences leur présentait ça. Quelquefois, de très bons professeurs, d'ailleurs, faisaient très bien passer les choses. Hein. Donc, tout passe, on voit bien, par la médiation humaine, en fait. Et donc, pour certains, c'est de mauvais souvenirs. Pour d'autres, ce sont de bons souvenirs. Mais moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est d'aller un peu capter l'intérêt de ceux qui sont un peu isolés ou qui se sont éloignés de la science, quoi. Parce qu'il y a quand même toute une frange de la population qui reste intéressée, qui a une démarche avec une pensée rationnelle, mais tous ceux qui s'éloignent de ça pour tomber dans le complotisme, pour tomber dans des situations qui sont complètement effarantes par rapport au monde dans lequel on vit, c'est ceux-là qu'il faut aller chercher, quoi. Alors bon, c'est une quête permanente, hein. Je ne sais pas sincèrement si on réussit, surtout parce qu'on peut toujours nous dire que le public qui vient à nos conférences ou qui suit nos conférences sur YouTube, il est déjà intéressé, bien sûr, mais par diffusion, je me dis qu'on sème des petites graines au niveau des enfants qui viennent à l'Espace des Sciences. Moi, je suis toujours assez enthousiaste lorsque je vois on a eu beaucoup de jeunes aussi qui sont venus travailler comme vacataires, stagiaires et tout, et quelquefois ils reviennent nous voir avec leur bébé 10 ans après, tiens, je suis ingénieur dans telle entreprise, ou je suis professeur, ou je suis ci, je suis ça, et ils reviennent nous voir. Bon, donc je me dis, bon, il reste quelque chose. Mais puis c'est une très belle mission. Bah oui, c'est de partage, d'échange, de construction. Et donc, moi j'ai eu beaucoup de chance, et l'équipe aussi, je l'espère, elle a beaucoup de chance. Eh ben écoute, Michel, merci beaucoup. Merci, François, pour ce temps. Et ça a été un beau moment. Avec plus que partagé. Voilà. Et puis merci. Juste pour peut-être donner quelques informations, si on veut venir à l'Espace Sciences, on peut bien sûr quand on veut. Voilà, c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. C'est ouvert de 14h à 19h le samedi et dimanche, sinon tous les jours de 12h à 19h. Il faut mieux réserver. On peut acheter ses billets en ligne pour le planétarium, pour les expositions. On peut aussi s'abonner à l'Espace des Sciences, parce que je pense que lorsqu'on aime les sciences, moyennant 19 €, on a le tarif réduit toute l'année aux expos au planétarium, et puis on peut avoir une réservation prioritaire pour les conférences. Depuis le Covid, malheureusement, on a perdu un petit peu de monde, c'est-à-dire que les habitudes ont été perdues, mais je pense qu'elles vont revenir avec une belle programmation, parce qu'il n'y a rien de tel quand même que d'être... C'est quand même mieux d'être dans une salle avec le scientifique que de regarder en vidéo, bien qu'aujourd'hui, la chaîne YouTube marche très très fort. Donc il faut croiser tout cela, quoi. Mais donc c'est assez facile de venir à l'Espace des Sciences. Les tarifs d'accès sont quand même sont accessibles, je dirais, au niveau des tarifs sociaux, au niveau du grand public. Le tarif réduit est à 5 €, le tarif plein à 7 €. Bon, pour passer un après-midi, ça reste accessible. Pour les jeunes aussi, on est en tarif réduit. Donc, l'idée, c'est de rendre la science accessible. Avec des médiateurs scientifiques dans les salles, on a jusqu'à 15 animations par jour pendant les vacances. Donc, c'est fort, l'Espace des Sciences. C'est une belle institution, et c'est vraiment top. Je vous recommande vraiment d'y passer. Moi, merci. J'ai pu, et je reviendrai. Je pourrais que conseiller. En tout cas, merci à toi, et puis à très bientôt. Merci François. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner,
à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.